bien, bonjour Ariane Biran. Je suis ravie de vous accueillir sur l'Honest. Vous êtes la marraine de l'Honest. Alors, on vient en cette nouvelle année vous souhaiter évidemment une bonne année 2026 et prendre un peu de vos nouvelles. Alors, je sais que vous avez fait plein de choses, mais alors, on vous écoute. Merci pour l'invitation. Meilleurs vœux évidemment à toute l'équipe de Nest et aux adhérents. Merci pour le soutien fidèle. Donc, je demeure effectivement la marraine de l'Honest avec une grande joie, car je sais que voilà, c'est une des rares associations qui garde un cap intègre à mon goût. Voilà, pour le dire très rapidement. Voilà, donc meilleurs vœux à tous. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai beaucoup d'actualités, peut-être déjà sur la cause des enfants, donc qui est celle pour laquelle, en particulier, nous avions créé l'Honest avec Virginie Darrojorecchia et quelques autres professionnels. Donc, une création dont je le rappelle, qui a eu lieu à l'automne 2023 et qui était un projet mûrement réfléchi, notamment à l'issue du colloque La dérive totalitaire sur les enfants, qui avait lieu le 13 mai 2023 à Paris. Ce qui est très surprenant et que les gens maintenant doivent savoir, c'est que cette création s'est faite dans la douleur et dans les menaces. Nous avons été menacés immédiatement, alors que nous avions déjà écrit le manifeste. Moi, j'avais voulu absolument que ce manifeste soit rédigé, qui est la pétition, notamment sur l'éducation sexuelle, de façon à bien poser un discours clair, parce que j'ai l'expérience maintenant depuis 2017 où j'ai pris la parole publiquement sur les droits sexuels des enfants. J'ai l'expérience des discours confus et d'un certain nombre d'individus qui arrivent sur le sujet sans rien connaître, sans avoir un bagage ni professionnel ni quoi que ce soit, en termes de psychologie de l'enfant, d'abus sexuels, de traumatisme, etc., et qui viennent avec des discours délibérément confus pour introduire le doute dans la tête des gens et empêcher de construire une véritable résistance. Donc c'était la raison pour laquelle j'avais absolument voulu poser les choses dans un manifeste qui commençait par « L'enfant n'a pas encore de sexualité ». Ensuite, bien évidemment, nous l'avions rédigé à plusieurs, mais c'était très clair. Et nous avons vu depuis septembre 2023 à quel point cette assertion a fait l'objet d'attaques extrêmement violentes, pseudo-scientifiques, mais cette idée que l'enfant a une sexualité, elle provient d'une non-scientificité qui est celle de l'OMS. Donc c'est curieux de prétendre combattre l'OMS en reprenant le discours de l'OMS. Donc nous avons vécu des menaces épouvantables, différents types de persécutions. Alors c'est vrai que le tempérament de Virginie Darrojorecchia et le mien n'est pas de s'étaler en public en tant que victime. C'est vrai que nous avons une sorte de pudeur naturelle et nous n'aimons pas faire ça. Mais nous avons énormément subi, et l'Honest a subi des attaques pour l'empêcher à la fois de se construire, d'exister en tant que discours de résistance efficace, sérieux, d'exister aussi sur le plan médiatique et de construire des actions sur le terrain. Donc nous avons subi des tas de coups tordus qui ont eu pour conséquence que je suis sortie de l'Honest au printemps 2024. Non pas que je ne soutiens pas l'Honest, mais que moi-même, étant victime de différents harcèlements extrêmement violents, j'avais tout simplement besoin de prendre soin de ma santé et de me retirer. Parce qu'on ne sort pas indemne de ces attaques qui visent tout simplement à vous détruire et à détruire les actions de l'Honest. Voilà. Donc, ce qui est savoureux, c'est que je n'avais effectivement prévenu personne publiquement. Je restais la marraine, mais je ne voulais plus effectivement faire partie de collectifs, surtout étant la cible d'attaques visant à monter contre moi un dossier de dérive sectaire.
hein. Attaque qui émane de cette pseudo-résistance, que j'ai nommée syndicat jaune. Et je ne vois pas, comment défendre le corpus de protection psychique de l'enfant pourrait faire partie d'une dérive sectaire. Mais donc voilà, c'était quand même tout de même plus difficile de m'accuser de dérive sectaire, en tant que prof de latin grec, hein. Donc voilà que tout simplement, n'étant plus dans des collectifs et sortant du jeu, voilà. Et ce qui est très savoureux, c'est que les gens qui ne savaient donc pas que j'étais sortie de l'Honest m'ont attaquée ensuite pour faire partie de l'Honest. Donc on voit bien la malhonnêteté, Ouais. de certaines personnes. Donc ce que je veux dire, c'est que ce combat que j'ai commencé en 2017, il y avait des moyens qu'il ne soit pas perdu, mais tout a été fait pour m'empêcher de réunir les professionnels, derrière ce combat. Donc différents types d'infiltration, de catapultage de l'intérieur, de menaces, de harcèlement, de corruption, de un tas de choses que des gens ont vécues autour de moi et que voilà des tentatives, des pressions, enfin absolument épouvantables depuis, 2017 pour empêcher mon discours, de percer, tout simplement. Et puis ensuite, on a eu la création de plein d'avatars, qui ont pratiqué le mensonge, le sensationnalisme, le buzz et cetera et qui ne disaient pas non plus la vérité aux gens et qui les envoyaient dans des voies de garage et le je dirais que la dernière fenêtre de tir, nous l'avions depuis, 2023, qui était effectivement de déposer ces plaintes concrètes en justice et qu'on a effectivement tous les moyens ont été empêchés pour faire taire les professionnels. Ce qui est exactement ce que fait l'OMS, hein, de faire taire les professionnels du droit qui disent que, effectivement tout cet édifice n'est pas légal. Je crois que c'est important de le rappeler, cette hiérarchie des normes juridiques et cetera Ouais. et pour faire taire les professionnels de santé mentale de l'enfance. Voilà. Est-ce qu'à votre connaissance, Judith Reichmann a vécu la même chose puisqu'elle dénonçait un peu tout ce milieu, est-ce qu'à votre connaissance, elle a été harcelée aussi comme ça? Oui, 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 j'en avais discuté avec elle. Elle a été violemment harcelée par les lobbies pédophiles. Avec des méthodes extrêmement, malhonnêtes, et violentes, hein. Elle a effectivement subi le même genre de censure, de campagne de calomnie. Alors, ça peut aller donc, c'est époustouflant, hein, ça peut aller évidemment des campagnes de calomnie assimilant à l'extrême droite, je sais pas quoi, au catholicisme intégriste, enfin on sait pas trop, au complotisme, je sais pas quoi, Ouais. jusqu'à des campagnes de calomnie beaucoup plus pernicieuses, comme nous avons d'ailleurs vécu avec, Virginie Dargereca, qui sont des mensonges, hein, sur des actions, sur des manières d'être. Donc il s'agit de dresser un portrait complètement diabolisé de nous pour que les gens ne s'approchent plus, pour que les gens pensent que nous sommes en train de faire, je sais pas quoi, des complots, des trucs comme ça, alors que si on y réfléchit 2 minutes, il suffit de regarder la quantité de travail que j'ai et celle de Virginie Dargereca et nous expliquer à quel moment, hein, nous pourrions faire ça, parce que les résultats de ce que nous faisons se voient. Donc voilà, sans compter le pillage de nos travaux, voilà, je crois que nous vivons, des choses similaires depuis longtemps et c'est la raison pour laquelle aussi, bah, notre lien, ne s'est jamais défait et s'est, plutôt, extrêmement renforcé. Parce que, si je crois qu'en tout cas, il y a une personne, dont pour moi, l'intégrité ne fait pas de doute, c'est bien Virginie Dargereca. Voilà. Oui, ça, je crois que c'est communément partagé par tout le monde, mais c'est vrai que votre article sur le syndicat jaune et puis celui sur les avatars, moi, ça m'a amené à prendre conscience et je me suis rendu compte à quel point et ô combien nombreux ils étaient en fait. C'est incroyable quand on a lu vos livres, hein, puisque j'ai lu bonne partie de vos livres, de voir les phrases qui sont prises en entier des raisonnements pour être complètement annihilés à la fin, renvoyés dans une voie de garage. Enfin, c'était notamment certaines associations qui ont pignon sur rue qui reprennent ça pour tout changer, instiller la peur et amener à l'impuissance apprise. C'est quelque chose de c'est quelque chose d'impressionnant et de complètement contre-intuitif. On voit les gens partir avec vos phrases. Alors, si on vous a pas lu, on voit pas que c'est vous pour être mal utilisé derrière. C'est impressionnant, en fait. Et si on m'a lu, on croit que je suis du côté de ces gens-là. Et c'est là Ouais. que c'est assez grave, donc avec différents types de manipulations qui font croire, par exemple, je suis désolée, mais Régis Bruno n'a écrit qu'un seul livre collectif sur le sujet, c'est avec moi. Il ne soutient que l'honnête.
Il ne se tient pas d'autres associations. Donc, quand on a des discours médiatiques, oui, Régis Bruno, il a coécrit un livre avec nous, mais où, quoi, comment? Et si les gens ne vont pas vérifier ce mensonge délibéré, Mhm. eh bien, ils croient que nous sommes tous d'accord, alors que le discours qui est porté est à l'opposé de notre discours de professionnels, de la santé mentale, de la connaissance psychique de l'enfant. Bien Euh, sûr. Mais oui, parce que de la protection donc des enfants, où nous n'ouvrons pas la porte, nous ne désirons pas ouvrir la porte à Mhm. une sexualisation quelconque, donc nous ne dirons pas que l'enfant a une sexualité. Pourquoi? Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est le constat clinique de 40 années parfois d'expertise judiciaire sur des enfants, et cetera. Ce n'est pas une lubie et donc ça a des implications de la même façon que nous ne désirons pas conserver les termes éducation sexuelle de Kinsey. Je veux dire qui ouvre des portes psychiques qui ne doivent pas être ouvertes parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué maintes fois depuis 2017, on éduque à contenir des pulsions et on n'éduque pas à une pulsion. Donc il y a ce champ sémantique qui est utilisé et qui est fait de paradoxes visant à obtenir l'acceptation des gens. Et puis, évidemment, c'est le pied dans la porte, hein, comme on en parle en psychologie sociale. Une fois que vous avez ouvert la porte à quelque chose de pervers, et bien ensuite, c'est un boulevard qui va s'ouvrir davantage. Donc le non, il doit être dès le départ, il doit être clair, structuré et fondé sur, un, un- sur des arguments. Or, nos arguments ne sont jamais entendus. Nous ne sommes jamais conviés pour des débats. Les rares fois où Ouais. nous pouvons éventuellement être conviés, c'est pour pratiquer une assimilation Mhm. confuse à des discours qui sont les antithèses des nôtres. Ouais. Voyez? Donc voilà. Je vois tout à fait et je trouve et pour voir cette non-compréhension chez les gens, je crois que les cours que vous donnez sur la manipulation ou le séminaire que vous faites sont essentiels parce on a l'impression, quand on entend comme ça, on lit un article, de comprendre ce qu'est la perversion, la manipulation. Et en fait, on voit des gens qui sont censés avoir compris, qui vont retomber dans les mêmes choses parce que l'environnement change, parce que c'est plus la même personne. Et en fait, je pense que c'est une généralité, mais de creuser quelque chose, d'aller jusqu'au fond, de le triturer dans tous les sens, permet de vraiment le faire sien. Et ensuite, on peut voir la chose dans divers horizons. Comment ça se passe justement ce séminaire que vous donnez? Est-ce que ceux qui y assistent ont l'impression de percevoir quelque chose, de mieux comprendre, d'aller plus loin ou... Oui, mon objectif professionnel a toujours été celui de donner les outils aux gens pour s'autonomiser dans leurs pensées. Donc c'est la raison pour laquelle, heu, quand bien même on m'a énormément reproché l'article sur le syndicat jaune, je suis désolée, je ne donne aucun nom, je donne des outils pour penser. Donc si maintenant certains se reconnaissent dedans, ce n'est pas ma faute, hein. Voilà. C'est sûr, Donc c'est sûr. et ces outils pour penser, cette manière d'infiltrer l'opposition, elle n'est pas nouvelle. Elle fait partie de toutes les polices politiques, de toutes les mises en place des systèmes totalitaires ou des tyrannies ou des dictatures qu'on a pu voir. Donc, c'est adaptable à n'importe quel, contexte. Ce sont des outils pour penser. Donc, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que j'ai vu qui m'attaquait. Parce que quand on donne des outils aux gens pour penser, ben, normalement, ça devrait être soutenu. C'est au contraire, c'est très important d'avoir des outils pour réussir à détecter. Donc j'ai voulu construire ce séminaire sur la manipulation. Là encore, je ne suis pas, un nouveau-né, sur le sujet, parce qu'on a beaucoup de nouveaux faux experts, hein, Oui, sur la oui, il y en a manipulation. À un moment donné, oui d'ailleurs qui récupèrent mon ah oui, boulot pour en faire n'importe quoi. Je suis désolée, mais voilà, et il y a un moment, j'espère que, c'est que, heu, les gens vont acquérir davantage de discernement. J'ai placé, cette année sous ce signe-là. Donc la manipulation, j'avais déjà écrit un premier livre en 2013, par rapport aux entreprises et cetera. Donc là, j'ai voulu, proposer un séminaire manipulation, perversion, harcèlement, donc qui comprenait tous mes travaux, sur manipulation, perversion et harcèlement. Ce sont des travaux liés à des recherches personnelles, il n'y a pas de redite
ou de pillage d'autres travaux, puisque ce sont mes travaux, ce sont mes concepts. Alors quand je cite quelqu'un, j'ai toujours cité mes sources, et je dis à quel moment c'est intéressant de reprendre ça ou ça, mais ce sont des travaux, je dirais, originaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acquis autant d'assises sur le harcèlement, c'est d'avoir proposé une analyse originale, et en particulier laquelle? De faire du harcèlement une pathologie de groupe. Donc ça Mhm. depuis 2006, et d'expliquer dans les groupes comment ça se passe, quels sont les rôles, quels sont les voilà, donc ce n'est certainement pas C'est un d'ailleurs reconnu par les pairs, en fait, vos travaux, hein, absolument, mais le harcèlement, absolument. hein. Oui, oui. Heu bon, moi je suis publiée chez l'éditeur universitaire Duno, ça fait donc 20 ans de publication chez le même éditeur universitaire, avec une reconnaissance universitaire, une reconnaissance de mes pairs sur mes travaux, et une reconnaissance internationale, il faut le dire. C'est-à-dire que le seul endroit où on ne veut pas exactement me donner énormément la parole, c'est en France. Donc ça pose beaucoup de questions, hein. Ça Mmh. pose beaucoup de Ouais, questions, c'est clair. parce que moi, dans les années 2010, avant que j'aie un grave accident en 2013 qui a paralysé effectivement et changé ma trajectoire dans mes déplacements, j'étais régulièrement conviée en Algérie, au Canada, en Suisse, en Belgique, et cetera, dans d'autres pays pour parler du harcèlement, pour former des médecins sur le harcèlement. Au Canada, j'ai eu des sessions où j'ai formé, les médecins hospitaliers sur le harcèlement, par exemple. Donc, et en France, j'ai eu effectivement, une carrière, mais en tout cas au niveau médiatique, on a toujours pris soin de ne pas me donner la parole. Ce qui est époustouflant, hein. C'est-à-dire qu'en 2010, je faisais des Radio-Canada à 600 000 auditeurs. En France, rien. Pourquoi? Par contre, dans mon domaine, la psychologie clinique et la psychopathologie, bien sûr que j'ai de la reconnaissance. J'ai enseigné, durant des années à l'université, et ça, on me le dit, et même mes travaux sur le harcèlement ont servi au Sénat français pour, réfléchir sur des lois, et cetera. Donc ce ne sont pas des travaux qui sont des redites, ce sont des travaux vraiment à la fois novateurs, et aussi qui sont inscrits sur la pratique, c'est-à-dire la clinique du harcèlement, mes recherches et mes enquêtes en entreprise, mes observations, et cetera, pendant des années, il faut le dire, des années dans différents secteurs de métier, et cetera, et également ma pratique judiciaire, hein, c'est-à-dire le fait de faire de réaliser des rapports d'expertise sur des cas de harcèlement en justice, et cetera. Donc j'ai voulu construire ce séminaire pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, et prendre le sujet, dans sa globalité avec, c'est vrai que c'est un séminaire, hem, que j'ai construit sur 12 mois, hein, c'est-à-dire 1 an d'apprentissage, comme si on était sur une année universitaire, pour assimiler différents, de connaissances, et en même temps, il y a une partie que j'ai appelée TD, travaux dirigés, donc où nous faisons des exercices, des cas pratiques, et cetera, puisque l'idée, et en particulier sur la manipulation, on ne peut pas la repérer si d'abord on n'a pas de connaissance de comment ça marche. La manipulation, elle opère de manière cachée, donc c'est normal qu'on la repère pas. Mais en particulier si on n'a pas connaissance de par où ça passe chez nous. Si on prend l'exemple de tout pourquoi les gens se sont mis à soutenir de manière extrêmement aveugle des courants qui faisaient semblant de s'opposer à l'éducation sexuelle tout en adoptant le discours de l'OMS, par exemple, sur quel ressort cela a fonctionné? Le ressort conformiste, c'est-à-dire la majorité, ou voilà, ils sont les plus médiatisés, donc ce sont les meilleurs, ressort conformiste, mais également le ressort émotionnel. Ça fonctionnait énormément à l'émotion avec, on a tel cas, sensationnalisme médiatique, et cetera. Donc les gens pris dans l'émotion et tout de suite venaient agir. Donc déjà repérer ça, c'est extrêmement important, et ensuite, par exemple, repérer le discours paradoxal. C'est sûr que par contre, il est certain que pour, identifier de la manipulation, cela suppose des efforts de notre part, et c'est peut-être là où le bas blesse le plus. Donc, j'ai d'excellents retours sur ce séminaire. Il y a des profils très, diversifiés. Il y a beaucoup de discussions, parfois très animées, mais c'est très bien. Et puis, donc on aborde petit à petit selon les, j'entre progressivement parce que j'ai construit une pédagogie, donc, voilà, d'entrer dans la difficulté et de temps, de d'assimilation, donc avec 1 mois où on regarde des modules vidéo, puis 1 mois où on assiste ou pas, si on veut le voir en rediffusion, aux travaux dirigés avec des cas pratiques, des exercices qui sont à faire pour ceux qui le souhaitent. Donc même ceux qui seraient en retard aujourd'hui peuvent toujours rattraper le séminaire, puisque c'est sur 1 an, donc on a le temps, et je l'ai voulu sur la durée parce que, une prise de conscience,
elle suppose du temps. Il me semble que vous disiez aussi qu'il y a des experts, enfin des professionnels de la psychologie qui se font prendre aussi dans cette perversion. C'est dans votre livre Harcèlement, je crois, où vous disiez qu'il y avait des psychologues qui étaient pris, en fait, où le harceleur se faisait passer pour le harcelé, etc. Donc, on sent que c'est quand même quelque chose de compliqué à détecter et une simple lecture ou une simple écoute de vidéo permet pas d'être de Absolument. bien, on est d'accord. Absolument, mais je me souviendrai, j'en parle dans le séminaire de ce cas que j'avais eu à traiter d'une psychologue. Donc c'était dans un autre pays où il y avait un ordre des psychologues et qui m'avait contactée, parce qu'elle était accusée par un de ses patients de tas de choses absolument épouvantables. Donc il l'avait diabolisée, exactement le même mécanisme que ce que nous subissons, Virginie Darajault-Breccia et moi, une sorte de diabolisation. Donc les gens, quand ils voient notre nom, s'ils ont écouté ces discours de diabolisation, vont coller une représentation sur ce qui n'est pas nous, sur ce que nous n'avons jamais fait, etc. Mais ça fonctionne très bien, c'est-à-dire on dissocie une représentation positive de l'émotion positive et on fait en sorte que cette même représentation devienne négative. Donc cette psychologue était diabolisée par ce patient qui avait réussi à manipuler tout l'ordre des psychologues et en fait, c'était un patient paranoïaque. Donc la première chose à faire et qu'oublient toujours les gens, c'est de prendre le contradictoire. C'est aussi simple, c'est évident, mais et la personne diabolisée, si on avait écouté ce qu'elle avait à dire, ah peut-être que là les choses se remettraient en place alors que nous sommes manipulés par un discours monofocal. Mmh. Voilà. Et des émotions associées à ce discours. Quand j'ai lu votre livre, que vous renouvelez d'ailleurs, c'est Psychopathologie de la pédophilie, c'est ça? Oui, 3e réédition qui arrive cette année, oui. C'est ça. Avec Alors, Amandine Lafargue. j'ai eu le premier ou le deuxième, et c'est vrai que là, ça m'a permis de comprendre que cette pseudo volonté, ce faux discours que les enfants des protégés en leur en parlant, c'était complètement absurde en fait. Quand on voit dans ce livre toute la perversion, les manipulations, les tendances que peuvent prendre les pédophiles, on se dit que déjà, nous, on se ferait avoir. Parce que vraiment, voilà, ça m'a. Donc, c'est tellement important, mais du coup, cette pseudo-éducation à ce genre de choses, pour les enfants, ça ne peut pas les aider. Parce que si un adulte, déjà en travaillant, il a du mal à ne pas se faire avoir, alors quid d'un enfant, évidemment. Absolument, absolument. Donc c'est aussi pour ça que nous avons rédigé Le sexe n'est pas un jeu d'enfant avec Régis Bruno. Nous avons fait le point sur toute la psychologie de l'enfant. Donc écouter les professionnels, parce que ce n'est pas parce qu'encore une fois on est psychologue ou psychiatre qu'on sait quelque chose de la psychologie de l'enfant. Il y a des spécialisations et parce que maintenant tout le monde veut se prononcer sur tout, c'est la reine de l'opinion. Donc moi j'entends, des gens qui se disent, psychologues se prononcer sur ces sujets-là, alors qu'ils n'ont jamais étudié la psychologie de l'enfant, ils n'ont jamais eu un suivi d'enfant et encore moins une expertise judiciaire sur un cas d'abus sexuel infantile ou avec des pédophiles, des profils de pédophiles où on voit très bien quels sont systématiquement les discours qui sont tenus. Et qu'est-ce qui vous amène à faire une troisième édition de ce psychologie? Alors, Il y a des les, choses que vous ajoutez ou... les rééditions, elles sont d'abord en général demandées par les éditeurs quand le nombre d'exemplaires de l'édition précédente est épuisé. Donc ça, c'est le cas. Donc, en général, quand on fait des rééditions, c'est que le livre, effectivement, s'est vendu plutôt bien. Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous, puisque là, ça fait près de 2016, je crois, la deuxième édition, d'actualiser. Mais en réalité, nous n'avons, bien sûr qu'il y a des actualisations que nous allons faire, mais c'est vrai que sur des paradigmes atemporels, actualiser la psychologie de l'enfant, on a un corpus qui est tellement immense et une connaissance en réalité tellement immense que, bon, là, évidemment. D'accord, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit mot sur Rainer Fulmich, peut-être? Eh bien, je pense que Rainer Fulmich fait partie des très rares, très très rares personnes intègres des personnes médiatisées dans cette période du Covid, qu'il a été piégé,
que nous pouvons nous faire énormément de soucis quant à la suite, hein, parce que manifestement, il est prévu que... Je crois que c'est un avocat qui a compris qu'il y avait des ressorts juridiques pour... voilà, il a écouté et donné des entretiens avec des dizaines, voire peut-être des Ou des centaines. centaines, Voilà. des Voilà. centaines. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a donné toute la matière à déposer les plaintes juridiques dans tous les pays parce qu'il avait connaissance de ce droit international et que pour pouvoir déposer des plaintes, il faut des victimes, encore une fois, une loi, donc un dossier juridique, mais une expertise. Encore une fois, comme je le répète, si vous faites abîmer votre piano dans un déménagement, vous pouvez déposer plainte, mais à un moment donné, il faut un expert qui évalue les dégâts. C'est tout aussi simple que ça, et sinon, il n'y aura pas d'évaluation de dégâts. Donc c'est pareil, hein, dans tous les domaines du droit, et c'est la raison pour laquelle les experts sont si importants, mais je parle des vrais experts, pas des gens qui se collent un titre d'expert et qui pavanent dans la religion du faux expert aujourd'hui, hein, que ce soit dans les plateaux télé ou dans les médias alternatifs. Donc, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de soucis à se faire et il était considéré comme quelqu'un de dangereux du point de vue de sa compréhension et de sa vision systémique. Voilà, donc énormément de soucis à se faire. Et Oui, c'est là où on voit entre, enfin ça c'est aussi un bon critère entre les dangereux qui disparaissent au fin fond d'une prison ou les dangereux qui continuent à faire des centaines de milliers de vues, soi-disant. ou qui disparaissent tout court, hein. Bon, il y en a qui disparaissent au cours, mais il y en a qui continuent à être sur des chaînes, à faire des centaines de milliers de vues et qui soi-disant dérangent alors qu'ils dérangent pas du tout. C'est un critère quand même assez incroyable. L'intelligence artificielle, le sujet à la mode, ça donne quoi pour Ariane Bihan? Alors, ça donne que Guy Trédaniel m'a demandé un jour, Ariane, je trouverais formidable que vous nous écriviez un livre sur l'intelligence artificielle. Et puis j'ai dit, bah, vous êtes sûr? Parce que moi, je ne penche pas du tout. Et donc, bon, il a beaucoup insisté, estimant que j'étais, selon lui, l'auteur pour écrire ce livre. Donc je me suis dit, bon, si Guy Trédaniel, qui est quelqu'un que j'estime, a cette pensée-là, bon, bah, peut-être que je vais essayer de faire quelque chose. Et en définitive, je me suis prise un peu au jeu, c'est-à-dire que ça m'a ça m'a intéressée, en définitive, beaucoup plus que ce que je ne l'aurais cru. Donc il y a prochainement, le livre Totalitarisme, je crois que c'est le titre, c'est Totalitarisme numérique en chargement, l'humanité au risque de l'intelligence artificielle. Et donc c'est un livre sur l'IA, non pas, encore une fois, je suis très claire avec ça, que je maîtrise la technique. Je ne maîtrise absolument pas, ce n'est pas un discours de technicien. Oui. Je laisse ça aux experts de l'IA, et cetera. J'en connais certains. Je sais que c'est un outil, que comme tout outil, il y a des utilisations, hein, qui sont bénéfiques, maléfiques, voilà, ça. Mais ce qui m'intéresse, et là où j'ai de la légitimité, c'est le rapport psychique et philosophique et métaphysique, hein, de l'humain à cet outil dans la période que nous vivons. Donc ce livre part d'expérimentation que j'ai pu faire, d'analyse que j'ai pu faire. Donc je remets au goût du jour aussi des analyses philosophiques sur le rapport de l'homme à la technique, et un rapport aussi parfois anémique, hein, dans le sens où il considère que la technique est une nouvelle idole, un nouveau dieu, et cetera. Et puis je regarde encore une fois les manipulations, parce que c'est Mmh. aussi mon sujet, par lesquelles nous sommes en train d'être pris dans les filets de cette IA, attendu que il y a quand même, encore une fois, énormément de configurations. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui arrive en population générale, ce qui arrive chez la personne, entre guillemets, «normale». Pas l'expert qui sait très bien utiliser ces outils en spécialisation, et Ouais, cetera, ouais. mais finalement, comment on nous amène ça? Comment on nous présente ça? Les simulations
qu'on nous fait croire qu'il s'agirait d'êtres humains, qui dialoguent avec nous et cetera et quelles sont les implications psychiques? Donc c'est vraiment un livre tourné autour de ça, parce que je le vois très peu traité en réalité, les dangers psychiques de notre rapport à une technologie qui nous simule et donc c'est de ce point de vue-là. Donc c'est un livre très personnel, hein, je pense que plus d'ailleurs, nous entrons dans cette période du plagiat, heu automatisé, hein, avec l'IA, en définitive, plus, il est important de faire valoir notre créativité personnelle, notre subjectivité et que c'est ça l'intérêt d'un livre. C'est pas qu'on va retrouver dans la lecture d'Arine Béran, on va retrouver un autre auteur, dans la lecture d'Arine Béran, on va retrouver Arine Béran et avec son point de vue, son expérience professionnelle, ses tripes, sa vue sur le monde. Donc c'est une proposition avec des questionnements surtout. Mmh. J'ai j'ai lu il y a peu, 2 livres sur les écrans, en fait et j'étais vraiment sidérée de voir, l'impact que ça peut avoir bien au-delà de ce que je pensais. Est-ce que vous, dans vos recherches sur l'IA, ça a été pareil? Est-ce que vous avez été, un peu, vraiment, sidérée, très surprise de voir l'impact que ça peut avoir, comment ça peut prendre chez les gens ou pas plus que ça? Est-ce que vous avez fait des découvertes choc, je veux dire? Oui, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire j'ai fait des découvertes chocs aussi sur le l'ampleur de l'outil, c'est-à-dire, ce que l'outil est apte à faire, ce que l'outil est capable de faire. Donc, c'est vrai qu'en tout cas dans ce qu'on nous en présente, encore une fois, c'est-à-dire qu'aussi, il y a ce qu'ils nous présentent et puis, il y a déjà dans ce qu'on nous présente, il y a une énorme aptitude. Donc si cet outil alors au-delà du fait qu'il y a la consommation de ressources naturelles et cetera, dont évidemment sont des bases, mais enfin, mon hypothèse est que si cet outil était utilisé dans une humanité qui avait une grande conscience, eh bien, ça serait différent. Mais vu le niveau de conscience général, en tout cas cela pourrait être différent. Vu le niveau de conscience général, on peut s'attendre au pire et je pense que notamment, ce qui a été le plus choquant pour moi, c'est de découvrir à quel point les gens sont tentés de tomber dans la marmite, sans aucun discernement, hem, de manière extrêmement précipitée et je dirais, lorsqu'il s'agit de présentation à travers le jeu, que ce soit pour des adultes, pour des enfants, à la limite, je me dis: «Bon, ils se font manipuler par l'aspect ludique, on va tester un nou» il y a cette curiosité, hein, chez l'humain d'aller tester un nouveau gadget et cetera. Mais ce qui m'a le plus choquée, c'est l'utilisation, par des professionnels qui se délestent complètement, de leur cœur de métier et alors que c'est mal fait parce que nous ne sommes pas remplaçables partout et moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder à quel endroit nous ne sommes pas remplaçables. Comment, aller par facilité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on recherche tout de suite la facilité? Alors que nous devrions, si nous étions une société qui fonctionne, avoir un minimum de valeur de l'effort. Ne serait-ce que l'effort en tant que tel, c'est-à-dire j'ai obtenu quelque chose parce que j'ai fait des efforts pour l'obtenir, ce n'est pas la même chose que je l'ai obtenu, par facilité et quelle dignité, quelle, reconnaissance de soi-même on peut avoir si, heu, on on est dans ce culte du moindre effort. Ça c'est quelque chose, je pense, qui m'a particulièrement choquée. D'accord et on peut dire qu'il y a une question d'apparence aussi avec l'IA. On peut dire qu'on a écrit un texte ou simulé quelque chose et est-ce qu'il y a pas une part, d'ego comme ça, d'apparence qui passe, et tout en étant, je veux dire, tout en mentant parce qu'on s'approprie le texte d'une machine, en le faisant passer pour le sien, donc on fait un plagiat et on s'enorgueillit de ça, c'est un peu étrange en fait. Mais Nous sommes dans une société régressive, hein. J'avais, créé le concept de régression psychique, hein, pour le totalitarisme et cette régression, c'est d'abord une régression dans la perversion. Dans la perversion narcissique, c'est-à-dire que ouais, tout le monde est à la recherche, du plus grand nombre de vues, du plus grand nombre de j'aime, du plus grand nombre donc peu importe que l'on soit un faussaire, du moment que l'on obtient une fausse reconnaissance et une existence d'un instant. C'est aussi, ce qui m'a le plus choquée, je pense, ces dernières années, au regard de ce que nous, mentionnions de du défaut d'intégrité
et de constance sur la durée, de figures qui prétendent, en tout cas, qui prétendent, lutter, pour, je sais pas moi, la protection de l'enfant, par exemple, ou contre le totalitarisme, c'est, à quel prix les gens se font acheter. C'est un Mmh. prix très bas. Parfois c'est, un petit livre, un petit quart d'heure de gloire sur YouTube, mais tout ceci Ouais. est extrêmement éphémère et Mmh. on a perdu la notion de la finitude, de la vie courte, hem, c'est vrai que je me sens très en décalé quand je dis, je cherche à écrire moi des livres qui durent, mais je vois bien que c'est pas du tout le cas autour de moi. On cherche à écrire le buzz du moment. Hem, Et qu'est-ce que ça comble ça quand on a ce besoin narcissique d'avoir, quelque chose comme ça d'immédiat? Est-ce que c'est une espèce de qu'est-ce que ça comble au fond des de quel manque ça parle? De quel manque ça c'est ça. parle? Ça parle d'un manque, il y a un manque de substance, il y a interne, il y a, heu, un manque d'intériorité tout court, je pense. C'est-à-dire qu'on vit à travers le regard de l'autre. Nos vies ont été déplacées de plus en plus, sur le plan virtuel. J'ai vu très vu dans ma vie, donc moi qui écris plus de presque 50 livres, j'en ai vu aussi des gens écrire des livres et j'ai vu très peu de gens être aptes à résister à l'inflation narcissique. Ouais. C'est d'un coup, Mmh. voilà, je suis, ça y est, j'écris un livre, je suis un auteur extrêmement reconnu et cetera et à retomber les pieds sur terre, on voit que c'est très difficile aujourd'hui pour énormément de gens. Donc ça bascule vite, hein et la perversion, c'est l'antichambre de la psychose. Donc la suite de l'histoire, elle est en général pas très jolie pour les gens. C'est vrai que c'est, heu, le règne des écrans ne facilite pas du tout les choses, heu, parce que nous laisse dans cette illusion, de illusion de notoriété, illusion par exemple, moi je me suis aperçue que, heu, ce qui compte ce n'est pas évidemment ce n'est certainement pas, surtout qu'avec les algorithmes sont trafiqués donc, par exemple, on peut, moi je sais en tout cas que mon travail est particulièrement censuré, mais que sur le terrain, dans la vraie vie, les gens ils le connaissent, ils se passent les livres et moi c'est ça qui est important, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et les écrans sont un artifice trompeur, nous font croire Bien sûr. qu'un tel ou un tel serait super connu et cetera et ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Il y a, des décalages et nous ne les mesurons pas forcément. Mmh. Michel Desnourget a écrit, pour faire suite à son livre La fabrique du crétin digital, Faites-les lire et justement il donne, tous les avantages, on va dire, neuroscientifiques de la lecture qui amènent au raisonnement, à la concentration et cetera. L'intérêt de dire que tout petit, ça compte beaucoup et bon évidemment c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je ne sais pas combien de livres vous avez lus, mais certainement beaucoup. Mais par exemple, est-ce que dans les cours de latin, de grec que vous donnez, euh, vos élèves et vous voyez ça en fait? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment palpable? C'est-à-dire que plus on lit et plus on développe du raisonnement, de la connaissance. Alors tout dépend ce qu'on lit aujourd'hui malheureusement. Oui, oui, oui. D'abord pour les parents. Le plus important avant de faire lire vos enfants, c'est de les immerger dans le langage. C'est-à-dire, il Oui. faut leur lire des histoires. Prenez le temps de leur lire plein d'histoires, de leur donner le goût d'aller dans cet imaginaire. Donc, pour des enfants de 5, 6 ans et cetera, que les parents leur lisent des histoires, c'est très important. Maintenant, j'ai regardé un nombre, colossal de livres pour enfants, heu sincèrement, j'en mets au moins la moitié, de côté. Parce qu'aujourd'hui, hem, on est et c'était ce qui était mais ça m'a été demandé à moi-même en tant qu'auteur, dans des livres effectivement, pour enfants, c'était de simplifier le vocabulaire, simplifier le langage et cetera. Or quand on prend des livres des années 50, 60 pour les enfants, on voit bien que ce n'était pas simplifié parce que le but c'est d'apprendre en fait du vocabulaire, c'est pas de simplifier. Alors, on est à l'inverse, c'est qu'au contraire, à travers la lecture, l'enfant puisse acquérir suffisamment de vocabulaire qui vont lui permettre d'introduire des nuances dans sa pensée, dans ses émotions, entrer dans des univers et cetera. Donc il faut leur lire, des histoires, mais moi j'ai tendance à dire, on sait que les livres pour enfants sont réécrits, essayez de vous procurer des vieilles éditions. Les vieilles éditions du Club des 5, ça n'a rien à voir avec les nouvelles éditions. Ouais, Surtout qu'on est dans la suppression du passé simple, et de tas de choses soi-disant complexes, mais ce qu'on est en train de faire, au-delà de simplifier l'accès à la pensée, on est en train de couper ouais. les enfants de nos racines.
Et Mmh. ça, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir une filiation intellectuelle, littéraire, spirituelle. Par exemple, en France, si on ne manie plus le passé simple, ça va être compliqué de lire Victor Hugo et donc comment on va faire? Ça va être même compliqué de lire Alexandre Dumas, donc comment on va faire? Et Ouais. c'est là qu'il faut vraiment regarder ça dans une perspective plus longue et se dire que cette lecture des classiques, elle n'est pas anodine parce que le classique, d'abord, remet l'enfant dans une identité collective. Ce qui a duré est aussi ce qui a été sélectionné, hein, par l'esprit humain. Alors bien sûr qu'il sort nous des chefs-d'œuvre qui n'ont pas, qui ont été perdus. Mais ce qui est en définitive sélectionné, ce n'est pas pour rien. Hein, je dis tout le temps, si Homère a survécu depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose dans ses œuvres que sont l'Iliade et l'Odyssée, qui font partie de la grandeur humaine. Et donc lire, c'est aussi ouvrir un horizon, qui est autre que l'horizon de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous réduire à être de purs consommateurs. Et les enfants sont particulièrement exposés, et nous l'avons vu d'ailleurs dans le séminaire manipulation, hein, parce qu'ils sont utilisés pour manipuler eux-mêmes leurs parents, par les espaces publicitaires, par le marketing, etc. Donc on vient les séduire et ça fait partie aussi, hein, du règne, pédophile au sens large. On vient les séduire au lieu de les éduquer, de les instruire et tout ça, est extrêmement, grave. Donc, la lecture aussi permet d'apprendre, de prendre de la distance, hein, prendre de la distance, prendre le temps et le Mmh. temps de réfléchir et aussi lorsqu'on lit un livre. Alors je sais qu'il y a les liseuses et cetera, mais le livre matériel, c'est encore une autre démarche, parce qu'on peut l'annoter. Alors je sais qu'on peut aussi annoter des liseuses, mais le caractère écran, de toute façon, entraîne à la passivité. Alors, encore une fois, il faut réussir à utiliser ces outils de manière intelligente, hein, parce que, c'est-à-dire comment on peut renverser dialectiquement ces outils, que nous ne les subissions pas, mais qu'ils soient au contraire des possibilités d'ouverture. Mmh. Donc, voilà. Alors souvent, par exemple, je me demande dans mon propre rapport à l'écran, est-ce que ce que je fais, je le ferais aussi dans la vraie vie? Par exemple, cela me permet de me réunir avec des gens qui sont à 10 000 kilomètres et cette réunion, bah, dans la vraie vie, je l'aurais eue? Ou est-ce que le temps que je suis en train de passer sur les écrans, par exemple, c'est un temps de choses que je n'aurais pas fait dans la vraie vie? Donc qu'est-ce que c'est en train de me confisquer de ma vie? Ça, c'est une des choses, des questions que je trouve intéressantes à se poser. Ouais. Et donc, alors le latin grec, c'est encore très différent parce que là, nous, je vois je vois réellement des effets concrets, hein, sur le cerveau, Mmh. des élèves qui eux-mêmes me le donnent. Alors des élèves, on parle de quoi? De D'élèves de 11 ans à 93 ans et donc eux, non, extraordinaire et Mmh. donc des effets donc ça soigne les troubles de l'attention, ça remet de la concentration, ça remet la réflexion en route, ça refait faire une gymnastique du cerveau, ça fait travailler la mémoire. Parce que tout ceci, sont, des pertes intellectuelles que nous avons depuis des années. Mmh. C'est vrai que, par exemple, avant, la calculatrice, nous étions tous beaucoup plus forts en calcul mental, hein. Voilà, aujourd'hui, nous avons perdu. C'est un exemple. Mais donc là, le latin, le grec et en outre, ça nous remet, vraiment dans la rigueur méthodologique et le sens étymologique des mots et ça nous permet de prendre davantage de distance, encore une fois, avec le langage d'aujourd'hui, sans compter la culture, la civilisation et cetera, bien sûr, mais je parle du point de vue purement linguistique, hein, grammatical, linguistique et en outre, ce sont des langues extrêmement construites. Donc il n'y a pas seulement l'analyse des mots, des fonctions dans la phrase et cetera, mais également la construction, on va dire, syntaxique, les architectures de phrases et ça nous remet droit au niveau du cerveau, ça nous fait travailler énormément de choses, sur nous-mêmes. Donc il y a un bénéfice dans, la connaissance de soi et dans l'amélioration de plein de qualités. Ça développe beaucoup de qualités chez les gens et ce qui m'est, indiqué en retour par les élèves, c'est un gain colossal en sérénité. En sérénité, parce Mmh. qu'on prend le temps de se concentrer, même ne serait-ce que, voilà, un tout petit peu chaque jour et c'est exactement la démarche inverse que d'aller scroller sur les écrans, de manière passive. Mmh. Ah, ça me fait penser que justement il indiquait, dans la lecture que le fait d'être sur papier,
on a une carte spatiale dans la tête pour se souvenir, tiens, je l'ai vu, là, c'était une page en bas à gauche, je sais plus laquelle, mais voilà, qu'on n'a pas du tout sur les liseuses. Donc en fait, ça évite, ça range différemment dans le cerveau. Et quand on doit aller rechercher après, c'est plus difficile. Et, et en matière d'histoire, alors ça me fait penser parce que souvent vous parlez de toutes ces histoires antiques. Et en fait, il explique que quand on apprend quelque chose à travers une histoire, on le mémorise et on l'intériorise beaucoup mieux, en fait. Donc souvent, dans le cadre d'une histoire, donc comme l'Odyssée ou toutes ces histoires antiques dont vous parlez régulièrement. Et du coup, je me suis dit, effectivement, c'est une bonne façon de faire passer à la génération suivante au travers d'une histoire. Oui, 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 tout à fait, tout à Bon. fait. Mmh. Eh bien, écoutez, alors, votre livre sur l'intelligence artificielle, il va sortir quand? Il est déjà sorti ou... Là, nous en sommes en train de finaliser la relecture des épreuves, donc je pense que d'ici 1 mois ou 2, il est déjà, je pense, disponible en précommande, si certains veulent, l'acquérir. D'accord. Et d'ici 1 mois ou 2, voilà, vous pourrez vous le procurer, j'imagine. Je n'ai pas encore la date exacte. Mmh. Très bien. Eh bien, écoutez, je sais pas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je dirais, on a toujours le recours qu'a fait maître Dea Jureca pour contre l'éducation à la sexualité à l'école, qui est bien bien lancé depuis la rentrée là 2024-25. Et puis bon, pas mal de choses que développe l'ONES de son côté, notamment les comités d'éthique et d'équité, sur lesquels on vous reverra, je pense, au sujet. Voilà. Oui. Je pense que si j'ai un mot, important à dire, la qualité n'est jamais équivalente à la quantité. Donc, on Mm. peut, faire de la qualité et de la quantité, mais, il est fréquent, de, s'aborder la qualité pour la quantité. Et je crois que, c'est aussi très important de regarder ce 1er point. Et le 2e point, il me semble qu'aujourd'hui, pour il y a sans doute des exceptions, mais alors pour la majeure partie des cas, la médiatisation est proportionnelle à la masse. C'est-à-dire, est proportionnelle au défaut de qualité et au défaut de rigueur dans le travail et cetera. Donc, je crois que, il est important que chacun regarde, pourquoi, il aide telle association, quelles en sont les raisons profondes, qu'il aille aussi, titiller, hein, ces différentes associations avec des questions de fond et cetera, pour voir si vraiment, ça tient la route derrière. Mais voilà, je pense qu'il est très, très important de soutenir l'Honest, par rapport, voilà, aux dynamiques, à la dynamique, aux professionnels et cetera. Par exemple, à un moment donné, moi j'ai entendu des gens me dire: «Oui, mais alors ça communique pas beaucoup». Mais oui, mais, à un moment donné, si on communique tous les jours, il faut réfléchir 2 secondes. Si on communique tous les jours, on n'a plus le temps de travailler. Donc il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui passent leur temps à communiquer. C'est pas la même chose. Mm. Alors oui, la communication est importante, mais elle prend, beaucoup de temps et cetera, et ce n'est pas parce qu'on communique beaucoup qu'on fait réellement quelque chose dans la vie concrète. Or, l'Honest, si, elle fait des actions concrètes, il y a des répercussions dans la vie concrète, mais effectivement, et bien, n'a ni les moyens, ni, ni le temps, ni l'énergie de communiquer. Donc c'est important aussi que les gens, commencent à réfléchir à toute cette société du spectacle médiatique. Moi, j'étais très, étonnée de découvrir que parmi, beaucoup de gens qui nous sont présentés comme des résistants, je sais pas quoi, beaucoup sont des acteurs de théâtre, de formation. Voilà. Donc regarder le parcours des gens et se dire: «Bah oui, alors effectivement, pour un acteur de théâtre, c'est évidemment plus facile de communiquer que pour quelqu'un dont le métier, est d'être, pris dans les traités juridiques». Vous voyez ce que je veux dire? Ou un psy dans son cabinet, c'est pas un communicant. Ouais. Mais qui a le plus de poids dans son discours, son expérience, son expertise clinique? Le communicant acteur de théâtre qui ne maîtrise pas son sujet, mais qui noie le poisson et qui sait bien faire les effets de manche? Ou les professionnels? Voilà. Mm.
Bah, c'est sûr que le manipulateur, son premier outil, c'est le langage, c'est celui qui va manipuler. Ça me ramène à votre clé des manipulations, parce que je me suis offert votre petit agenda éphéméride manipulation, et aujourd'hui, c'est le faux orateur. Donc, on est en plein Ah dans voilà. exactement. C'est exactement ça, celui qui plaît, qui sait bien dire et qui est bienveillant. Mais c'en est presque effrayant, parce qu'on se dit maintenant quelqu'un qui parle bien, moi j'ai tout de suite la puce à l'oreille et je me demande si derrière ces belles paroles il y a vraiment un beau cœur, une sincérité, ou si c'est autre chose. C'est quand même c'est terrible, mais bon, si on veut sortir de cette société du spectacle, on est obligé d'en passer par là. Hein. Absolument. Bah, écoutez, Ariane, merci beaucoup pour ce temps passé avec vous. Ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir, de vous souhaiter une bonne année, et voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année, plein de continuation. Merci, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation à tous. Bon courage. C'est ça. À bientôt, Ariane. À bientôt.